Voilà, alors un moment magique, un des premiers plateaux de ce salon du dimanche, là, avec deux femmes extraordinaires. Elles prennent le pouvoir, hein, et en littérature, vraiment, elles ont une vision du monde. Nous, en tant qu'hommes, nous ouvrent sur quelque chose d'autre, sur voilà, un peu plus impressionniste, mais beaucoup plus profond. Alors, nous avons. Je vais vous demander de vous présenter. Donnez-moi votre nom. Allez-y. Je m'appelle Anne Plantagenet. Evelyne Blogdano. Voilà, sont deux dames. Alors, on pourrait les classer dans. Bon, elles font des. Moi, j'ai découvert Evelyne avec ses biographies, en particulier sur Madame Zola, qui a été un choc pour moi parce que là, on voit l'importance des femmes dans un autre. C'est ça qui est terrible avec cette époque-là, c'est-à-dire qu'elles étaient cachées. On a longtemps caché leur présence, et en fait, sans elles, Zola n'aurait jamais été Zola. C'est le moment de le dire. Expliquez-moi pourquoi Zola n'aurait pas été Zola s'il n'y avait pas eu sa femme. Eh bien, parce que c'est la compagne de presque 40 années de vie, qu'elle est un moteur, si je puis dire, de sa création extraordinaire. Et qu'ensuite, sur le plan personnel, je dirais, elle a toujours non seulement encouragé, mais on pourrait dire soutenu, y compris dans des circonstances assez difficiles, qu'il s'agisse de l'affaire Dreyfus ou de la période durant laquelle il a eu 2 enfants avec une autre femme. Donc Oui, parce que c'est quand même voilà. extraordinaire, ça, hein. C'est-à-dire qu'il va mourir et Mhm. cette femme va devenir en quelque sorte amie, soutenir la maîtresse de Zola et adopter, pour ainsi dire, ses 2 enfants. Oui, C'est quand même. absolument. C'est elle qui a donné le nom de Zola aux enfants illégitimes, en quelque C'est quand même sorte, extraordinaire, hein. de Zola. C'est à la fois une héroïne à la Zola par son enfance, sa jeunesse, dans un milieu très populaire, très pauvre. Et en même temps, c'est une ascension intellectuelle, sociale, Et là, c'est grâce intéressante. à vous, hein, parce que personne, dans le grand public, Ça, personne oui. ne connaissait cette histoire. C'est-à-dire que Ah oui. Zola, c'était la curée, c'était le copain d'un impressionniste ou de choses comme ça. C'était l'écrivain relativement bourgeois, mais de gauche. Mais on ne connaissait pas du tout la vie de. Non, 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 non. Non, Alors, on ne savait même pas son prénom, en fait, son véritable prénom. Donc, tout le travail, en effet. Et Anne, vous avez écrit alors une biographie qui est absolument exceptionnelle sur Marilyn Monroe. Vous pouvez me dire pourquoi Marilyn Monroe, parce qu'on peut se dire, on a tout écrit sur Marilyn Monroe. Et qu'est-ce qui vous a fasciné sur cette femme en particulier? Ce qui m'a fascinée, je crois, c'est le décalage entre l'image qu'on pouvait avoir d'une vie, l'image qu'on pouvait avoir de cette star magnifique, sublime, qui faisait rêver et fantasmer tout le monde, et une vie absolument atroce, vraiment, en particulier l'enfance, mais toute vie voilà, puise ses forces et ses faiblesses dans l'enfance. Et celle de Marilyn, elle est effroyable. C'est à la Zola, justement, pas pire. Donc c'est ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est ce décalage-là. En fait, elle n'a jamais été ce qu'elle était, que l'image donnait. C'est-à-dire que, en tant que femme, elle était presque l'opposé de l'image, la blonde, aguicheuse et tout ça. C'était pas ça. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, Marilyn n'existe pas. Marilyn Monroe, telle qu'on la voit, ou l'image qu'on peut en avoir, n'existe pas. C'est une fabrication. Tout était fabriqué. Et si vous voulez, la tragédie dans cette histoire, c'est que c'est elle qui a fabriqué ce propre mythe et ce personnage, cette créature blonde et sublime. C'est elle qui l'a inventé pour vivre, pour survivre. Et en même temps, c'est ce qui l'a tué aussi. Alors, vous avez 2 caractéristiques, vous deux. Ce qui est génial, c'est que vous êtes des écrivains. Parce que les biographes, il y en a plein, hein. Enfin, et le problème des écrivains, des biographes, souvent, c'est soit des fiches de synthèse, soit ils écrivent encore plus mal que moi, donc c'est peu dire. Et vous avez 2 styles. Vous êtes vraiment des écrivains. C'est ce qui donne toute la valeur de vos livres, hein. C'est-à-dire que, alors, en plus du contenu et de ce que vous nous apportez, c'est vraiment, on a un plaisir à lire vos livres. C'est vraiment, voilà, c'est des styles lumineux qui sont adaptés à vos histoires. Alors, vous avez quitté un peu le côté biographique, formel comme ça, pour écrire. Moi, j'appelle ça un roman, hein. C'est peut-être pas un roman, mais et c'est un des romans qui m'a le plus touché, mais vraiment ces dernières années. Et s'appelle Porte de Champéret. Vous pouvez me raconter l'histoire, parce que les gens connaissent pas.
C'est l'histoire de quelqu'un de votre famille, c'est quelque chose d'imaginé, vous pouvez nous raconter un peu parce que c'est assez troublant cette histoire. Alors en fait, Porte de Champéret, c'est un récit autobiographique. Alors je l'ai appelé récit, moi, parce que la part fictionnelle, si vous voulez, est réduite. Mais il y a forcément de l'imaginaire. Donc c'est à la fois l'histoire de ma mère qui est en train de qui était en train de perdre la mémoire, qui avait une maladie d'Alzheimer. Et puis, en même temps, il y a une sorte de vase communicant avec le souvenir du lieu où j'ai passé mon enfance et mon adolescence, même jusqu'à plus de 20 ans, Porte de Champéret, dans le 17e arrondissement. Et donc, c'est un peu l'histoire d'un quartier, c'est l'histoire d'une femme en même temps. C'est aussi une période, les années 50, avec tout ce que... Au fond, c'est un peu une histoire en noir et blanc, on pourrait dire, comme la télévision de l'époque. Et elle n'avait pas... Alors, elle a la maladie d'Alzheimer dans la partie de votre livre, mais est-ce qu'elle n'avait pas une sorte d'Alzheimer programmé en cachant certaines choses, c'est-à-dire que voilà. Je trouve que c'est le parallèle, c'est-à-dire qu'elle a une sorte de maladie qu'elle se fait elle-même, c'est-à-dire qu'elle va vous cacher des choses, et puis le véritable Alzheimer qui va arriver. Est-ce que vous pouvez me raconter? Alors, ce à quoi vous faites allusion, c'est que ma mère donc est d'origine allemande, juive allemande, et qu'elle a quitté l'Allemagne à 16 ans, pas très long, enfin après l'arrivée au pouvoir de Hitler. Et je fais partie de cette génération donc d'après-guerre où en réalité on n'évoquait jamais les camps de concentration ni ce qui pouvait s'y être passé. Et où au contraire l'ambiance était plutôt joyeuse, pleine de vie. Et ce que je vais découvrir au fond au cours de la rédaction de ce livre, mais aussi par des allusions malgré tout de ma mère, c'est qu'en effet une grande partie de sa famille était morte dans les camps. Donc ça raconte à la fois, je dirais, cet attachement aussi à une France provinciale et campagnarde, puisqu'ils ont été, elle et ses parents, protégés dans dans le Poitou. Et puis en même temps, la manière dont ces gens vont revivre après-guerre avec des enfants, en regardant vers l'avenir et en ne voulant pas regarder vers le passé. C'est ce qu'on n'imagine pas maintenant, parce que maintenant tout le monde raconte Auschwitz Oui. et tout. Et les gens n'imaginent pas maintenant, c'est que les gens qui en revenaient ou qui avaient perdu n'en parlaient pas du tout. C'était vraiment, c'était de l'ordre de l'incompréhensible. Hein, c'est assez... Comme s'ils voulaient passer à autre chose, comme si... C'est exactement ça, oui. Ne restons pas finalement dans la mort. Enfin, c'est une manière de mettre en avant la vie. Et je peux assez bien, enfin même très bien le comprendre. Quelque part, c'est une souffrance aussi, hein, parce que Sûrement. ils n'oublient pas en fait. Par rapport aux autres, ils veulent que le bonheur soit là, mais quelque part, dans un morceau de leur cerveau, il y a quand même ce morceau de souffrance qui reste. Hein. Oui, et qui va réémerger. Ouais. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est comme si le cerveau reprenait le Voilà. pouvoir quelque part. Exactement, c'est-à-dire que en fait, dans cette maladie de l'oubli qu'est l'Alzheimer, eh bien, il y a un prénom qui va revenir à la surface, qui va émerger, et qui est qu'on n'avait jamais entendu, et qui est celui de sa cousine la plus proche, enfin son amie la plus proche, et dont on va savoir comme ça, en suivant le fil, ce qu'il en est advenu. Lisez ce bouquin parce que c'est vraiment magnifique, c'est-à-dire, mais on n'en sort pas cassé du tout. Hein. C'est parce qu'il y a des bouquins comme ça où on en ressort, Oui. on se dit, oh, mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Il faut prendre des vitamines après. Et là, pas du tout. C'est sublimement écrit, c'est tout en tendresse et en finesse. C'est subtil, ce qui est de plus en plus rare à notre époque, et ça vous fait découvrir l'intérieur de ces gens. C'est-à-dire que nous, on voit des images à la télé, on voit des trucs, mais on voit pas ce qu'ils ressentaient vraiment intérieurement. Et c'est très, très, très beau. Et moi, je trouve qu'il y a un parallèle parce qu'il y a une sorte d'Alzheimer aussi. Hein, parce que là, on est chez les Pieds Noirs. Ces gens qui ont débouché en France, chassés de l'Algérie où ils étaient. Et je trouve qu'il y a un parallèle, c'est-à-dire que
Ils en parlent, mais vous dites, il y a un moment, il ne faut pas en parler. Il y a certaines choses dont il ne faut pas parler aussi. Vous pouvez me raconter l'histoire de votre bouquin alors, c'est la même question. Est-ce que c'est un récit, c'est un roman? Pourquoi vous avez écrit ça? Voilà. Oui, j'ai essayé de l'écrire sous forme de roman, mais je n'ai pas réussi. Et c'est mon éditeur à l'époque, Jean-Marc Roberts, qui m'a vraiment dit, il faut que tu te mettes dans l'histoire, il faut que tu racontes toi ton histoire par rapport à l'Algérie. Et moi, mon histoire, c'est d'être une fille de pied noir, donc de ne pas être née en Algérie. Et par rapport à l'Algérie, contrairement à Auschwitz, moi, dans ma famille, il y a eu les deux attitudes. Celle du silence, ceux qui n'en parlaient jamais, et celle au contraire de l'exubérance, ceux qui en parlaient tout le temps. Et ça s'est traduit par deux générations, vraiment très nettement. La génération de mes grands-parents, qui eux en parlaient tout le temps, de l'Algérie. J'ai grandi moi avec ça. Et la génération de mon père, qui n'en parlait pas du tout. Et à un moment donné, il a fallu que je trouve ma place, moi, en tant que première génération née en France, avec cet héritage-là. Et quand j'ai pas compris par rapport aux les histoires que me racontait ma grand-mère, ce qu'on me disait à l'école, je savais plus. Et j'ai eu besoin de prendre la parole. Et je me suis heurtée à la génération de ma grand-mère qui me disait mais tu sais pas, tu n'es pas née là-bas, donc tu sais pas et t'as pas le droit de parler. Et je crois que cette interdiction, elle m'a vraiment elle m'a paralysée pendant très longtemps, jusqu'au moment où j'ai décidé d'aller... Vous décidez de faire quelque chose, là, qui va tout changer. Voilà, qui va tout changer, qui est d'aller sur place et de faire ce voyage en emmenant mon père avec moi. Voilà. C'est un très beau passage. Cadeau de fête des J'ai pères. adoré le début, c'est-à-dire que Oui. vous le perdez, enfin, il va presque pas prendre l'avion, quoi. C'est comme s'il mon y avait... père est quelqu'un qui effectivement ne parle pas beaucoup, est très timide, très effacé. Et au début, effectivement, quand je l'attendais à l'aéroport et qu'il n'arrivait pas, je me suis même demandé s'il allait pas faire exprès de rater l'avion et de pas venir, parce que je lui avais quand même un peu forcé la main. Et puis finalement... Vous me disiez tout à l'heure, c'est vous l'héroïne de ce livre, vous prenez le pouvoir et vous emmenez votre père. Mais non, parce que quand on arrive en Algérie, c'est le contraire qui se produit. Exact. C'est-à-dire que c'est lui qui tout à coup devient quelqu'un, je ne sais pas, redevient quelqu'un peut-être, et se met à parler, est très à l'aise. Il y a des très beaux passages, enfin... Quand vous allez retrouver la ferme, quand vous allez dans la ferme avec les gens qu'il a connus, alors la ferme n'est plus ce qu'elle était, hein, mais c'est très beau, je trouve. Hein. Oui, alors c'est pas du tout un pèlerinage, puisque finalement c'était aussi, on n'a pas fait le même voyage, mon père et moi. Lui, il a vu des lieux qu'il avait connus. Moi, j'ai découvert des lieux que je ne connaissais pas, sinon dans les histoires enchantées et sublimées de ma grand-mère. Et donc c'est au fond ce double voyage que je raconte. Dans le livre, qui est vraiment un livre de réconciliation et qui était extrêmement nécessaire. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. C'est-à-dire que souvent, quand on regarde les émissions sur cette période-là, c'est que les gens, ils ont l'air tous haineux, pour ainsi dire. Et quand on lit votre bouquin, je trouve que c'est très beau. C'est pas hypocrite, c'est-à-dire que chacun reste sur ses positions et tout. Il y a la rencontre humaine entre les... Il y a la rencontre humaine, et parce que moi, j'étais pas à l'aise avec cette histoire. Justement, je m'opposais idéologiquement à pas mal de personnes dans ma famille. Et donc, j'ai eu besoin, moi, de prendre ma place sur la photo aussi. Voilà. Allez-y, parce que franchement, c'est parmi les deux plus beaux romans que j'ai... Enfin, c'est pas des romans. Parce que j'ai lu ça comme un roman, parce que elles écrivent tellement bien que... Mais c'est 2 pages de notre histoire, c'est-à-dire, plus c'est quelque chose qui est vécu de l'intérieur, parce que souvent, c'est des historiens. Les historiens, c'est très froid, c'est très synthétique, c'est très vrai, mais c'est très faux en même temps, parce que là, en lisant ces 2 romans, vous comprendrez ce qui s'est passé en Algérie, surtout vous comprendrez les gens qui vivent actuellement et qui ont vécu ça, ou les enfants de... Et pour Evelyne, c'est pareil, c'est-à-dire que ça nous fait découvrir des choses qui étaient inconcevable, c'est-à-dire ces gens qui ne parlent pas de ce qui s'était passé, et puis la douleur, parce que c'est quand même une souffrance pour les deux quelque part. Hein, et puis elles ont sublimé ça avec un style littéraire qui est merveilleux. Vous prenez un peu de Kleenex, parce que moi ça m'a beaucoup ému, mais dans le bon sens du terme. Et allez-y, parce qu'elle mérite. Vous pouvez leur parler, lisez ces petits romans, et puis vous verrez plus une autre histoire de la même manière. Et il y aura peut-être un peu moins de haine et un peu plus de compréhension sur ces 2 sujets. Je vous remercie beaucoup. Allez-y. Merci.